J'appelle à la barre notre premier duo de tueurs. On avait déjà fait des couples, mais là c'est plutôt des partenaires de crime, les Batman et Robin de l'horreur si on préfère. Il y en a eu plusieurs, des tandems comme ça, qui ont été cruels, terribles, et on commence avec Lawrence Bittaker et Roy Norris, qui ont aussi été connus sous le nom des tueurs à la boîte à outils. En anglais on les appelait les Toolbox Killers, donc si on veut faire une traduction un peu plus jolie pour s'éloigner du terme littéraire de boîte à outils, on pourrait dire les tueurs bricoleurs. Ça fait un peu funky. Parce qu'ils se sont servis de marteaux et de pinces, non pas pour monter leur armoire Ikea, mais bien pour torturer et tuer leurs victimes. Alors commençons par Lawrence Bittaker, qui est né le 27 septembre 1940 dans un couple qui ne voulait pas avoir d'enfants. Donc il a été placé dans un orphelinat et il va être adopté par la famille Bittaker qui va lui donner son nom de famille. Lawrence n'était pas fan de l'école et il va abandonner le lycée alors qu'on disait de lui qu'il avait un QI plutôt élevé, un QI à 138, mais bon, cette intelligence, il va plutôt la mettre au service du mal. Il commet des infractions comme un vol de voiture par exemple. On peut penser peut-être que c'était des délits pour avoir de l'attention, pour se faire remarquer, pour pallier un manque, ou alors pour se sentir un petit peu puissant vu que son contexte familial n'était pas hyper facile, mais il va être enfermé du coup pour tous ces délits qui s'accumulaient dans un centre pour jeunes, et quand il en sort à sa majorité, ses parents adoptifs ont disparu. Ils l'ont renié, ils ne veulent plus le voir, et il ne les reverra jamais. Donc ces conneries reprennent, et ça ne va pas aller en s'améliorant, loin de là, très loin de là même. Bittaker est arrêté à de multiples reprises et il est condamné à plusieurs années de prison. On juge son état psychologique et psychiatrique inquiétant, et pourtant il va être libéré et il continue d'enchaîner les infractions, les crimes, et il va encore accumuler de la prison. À chaque fois qu'il est libéré, il replonge, et l'une de ses dernières condamnations, c'est parce qu'il poignarde un employé de supermarché sur le parking du magasin, après avoir été suivi par ce salarié parce qu'il avait volé un steak. Tout ça pour un steak. Mais bon, vous connaissez la chanson. Pour un steak, avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un steak, avec toi. Lawrence retourne donc une nouvelle fois en prison, mais bon, il commence à avoir ses petites habitudes là-bas, et cette prison, cette fois, elle est située à San Luis Obispo. Le nom de la ville n'apporte rien du tout à notre histoire, mais j'avais juste envie de faire une association d'idées avec notre célèbre chanteur français. Il ne me faut pas grand-chose pour m'amuser. En prison déjà, Lawrence raconte qu'il veut être plus connu que Charles Manson, ce qui est déjà une belle ambition. C'est bien d'avoir un objectif dans la vie. Certains veulent être plus forts que Zidane au foot, que Federer au tennis, et bien lui, son modèle, c'était Manson. Et je ne parle pas du chanteur. Ce qui pourtant aurait déjà été pas mal. Non, là on parle bien du psychopathe qui s'est fait une croix gammée sur le front. Du coup, il avait peut-être mis des posters dans sa chambre. C'est une décoration un peu douteuse, mais après les abat-jours en peau humaine de Ed Gein, on n'est plus à ça près. Vous pouvez retrouver la vidéo sur cette affaire en cliquant juste au-dessus. Après cette fameuse attaque du steak, Bittaker est jugé comme un pur psychopathe par un spécialiste qui l'ausculte, et il estime qu'il peut être très dangereux, sans aucun contrôle sur ses pulsions, et qu'il tuerait sans hésitation et sans remords. Bon, il y a au moins un psy qui ne s'est pas trompé sur son diagnostic, parce que vous allez voir que les autres spécialistes ont été un petit peu moins visionnaires, même si ce bilan ne va pas empêcher Lawrence d'être relâché dans la nature. Et dans cette dernière prison à San Luis Obispo, il va rencontrer son futur partenaire de crime. Roy Norris aussi n'a pas eu une enfance remplie d'amour, il a vécu parfois avec ses parents, parfois en famille d'accueil, il a pu être un peu négligé, il n'a sûrement pas été aidé par ce contexte, et certains disent qu'il a commencé par la suite, à l'adolescence, à avoir certaines déviances liées au sexe. Une rumeur veut d'ailleurs qu'il aurait fait des sous-entendus sexuels à un membre de sa famille. Norris s'engage finalement dans la marine, mais il est arrêté dès 1969 pour une tentative de viol. Il a aussi tenté d'attaquer une femme et il se fait renvoyer de la marine pour des problèmes psychologiques qu'on commence à lui trouver. Il va attaquer une étudiante en lui frappant à la tête avec une pierre, puis en lui cognant le visage plusieurs fois par terre. Il va être considéré comme un délinquant sexuel et il part 5 ans en prison dans l'hôpital d'État d'Atascadero. Ce nom d'établissement vous dit peut-être quelque chose, c'était là où était emprisonné Edmund Kemper. Je vous mets la vidéo sur l'ogre de Santa Cruz juste au-dessus une nouvelle fois. Et tous les deux, Kemper et Norris, vont être libérés parce qu'ils sont jugés inoffensifs par les psychologues. Ils sont bons dans leur boulot les gars. Ils ont eu leur diplôme dans des pochettes surprises, c'est pas possible. Norris sort donc de l'hôpital et 3 mois après, rebelote, il viole une femme qui avait refusé de rentrer en moto avec lui. Après son crime, la victime ne va pas réussir à l'identifier, mais le hasard fait qu'elle retombe sur lui 1 mois plus tard, et elle parvient à relever la plaque d'immatriculation de sa moto pour le dénoncer à la police. Retour donc à la prison pour Roy, sans passer par la caisse départ, et il va être emprisonné à San Luis Obispo, où il va rencontrer Bittaker. Les deux criminels vont se rapprocher et se lier d'amitié,
notamment parce que Lawrence aurait sauvé à 2 reprises la vie de Norris en prison, alors qu'il était attaqué par d'autres prisonniers. Peut-être pour un vol de steak. Lawrence et Roy sortent tous les deux de prison à quelques mois d'intervalle en 1978 et 79, et ils vont reprendre contact pour mettre en œuvre les terribles idées qu'ils avaient eues derrière les barreaux. Leur plan, c'est de tuer des adolescentes avec un fantasme un peu chelou, c'est de tuer des filles âgées de 13 à 19 ans et réussir à en tuer une de chaque année. Après, on ne sait pas s'ils avaient prévu de demander la carte d'identité de chacune de leurs futures victimes, histoire d'être sûr et de pas faire d'erreur. Bon, ça va pas leur empêcher d'en faire, sans vouloir trop vous spoiler. Au pire, s'ils se trompent sur l'âge de leur victime, ils auraient pu la garder enfermée durant quelques mois, le temps qu'elle fête son anniversaire. Pour kidnapper, violer et tuer leurs futures victimes, nos 2 hommes vont acheter un van qu'ils vont baptiser Murder Mac. En français, ça donne le camion à tuer ou le camion des meurtres, vous choisissez ce que vous préférez. En tout cas, c'est un véhicule qui a été bien choisi parce qu'il n'y a pas de fenêtre à l'arrière et surtout, il y a une grande porte qui coulisse pour l'ouvrir et sauter sur les filles qui s'approcheraient de leur voiture. Durant plusieurs mois, ils ont fait des essais en se promenant au bord de la plage, en prenant des filles en photo, en faisant en fait des repérages. En quelques mois, ils vont parfaire leur technique en abordant une vingtaine de femmes pour trouver la meilleure manière de les attirer et les mettre en confiance. Ils vont aussi trouver le lieu parfait pour commettre leur crime en tombant sur un chemin de montagne qui est très peu fréquenté. Ils construisent également un lit qu'ils vont mettre à l'arrière de leur camionnette, ils préparent des outils mais aussi une glacière pour avoir à boire et passer du bon temps avec aussi un petit peu de drogue. On ne se refuse rien. Il y a du pastis, il y a du shit, il manque plus que quelques filles à buter. Ils frappent ensemble pour la première fois le 24 juin 1979 en kidnappant Lucinda, qui est une adolescente de 16 ans qui disparaît après avoir assisté à la messe de sa paroisse. Malgré leur entraînement, les 2 tueurs n'arrivent pas à attirer la jeune femme dans leur voiture. Alors ils vont l'amener de force à l'intérieur, en ouvrant justement cette fameuse porte coulissante et en lui sautant dessus alors qu'elle était en train de marcher dans la rue. Pour ne pas qu'on l'entende crier et appeler à l'aide, ils vont mettre la radio de la voiture à fond avant de la bâillonner. Dans un carnet qui appartenait à Bittaker et qu'on a retrouvé après son arrestation, on va apprendre que Lucinda, elle n'a pas pleuré et qu'elle a accepté son sort. Elle demande juste à pouvoir prier s'ils vont la tuer. Elle va d'abord être violée et ensuite Roy va tenter de l'étrangler avant de vomir à cause du dégoût que cet acte lui inspire. Parce que c'est très dur de tuer quelqu'un en l'étranglant, ça ne dure pas 10 secondes comme dans les films. Et il n'y a pas de tuto do it yourself pour apprendre ça sur YouTube. D'ailleurs YouTube n'existait pas encore. Mais bon, ça me donne une nouvelle idée de vidéo. Les conseils pour étrangler proprement sa victime. On va finir par avoir la police qui déboule en plein tournage à ce rythme-là. Alors c'est Lawrence qui s'en charge en l'étranglant avec un cintre en fer qu'il enroule autour de son cou avec des pinces et il serre tellement fort que le métal va s'enfoncer dans la gorge de la victime et la faire saigner. Et donc pour ne pas faire de traces, ils vont enrouler le cadavre dans un rideau de douche et ensuite le balancer dans un canyon. 2 semaines plus tard, c'est Andrea, 18 ans, qui est ciblée par notre tandem. Elle faisait du stop, mais une voiture en fait va accepter de la prendre avant que nos tueurs puissent lui proposer de monter dans leur camionnette. Mais ils ne se laissent pas démonter et ils vont suivre en fait cette voiture pour ensuite la kidnapper quand elle sort de l'autre véhicule. Norris s'était caché derrière pour que Bittaker puisse la mettre en confiance en lui proposant à boire, et le temps qu'elle dise oui et qu'elle s'approche, elle se retrouve enfermée et ligotée sur le lit à l'arrière du camion. Et là, même scénario que pour la précédente victime, on l'emmène dans la montagne, on la viole et on la tue. On va lui enfoncer des pics à glace dans chaque oreille avant de l'étrangler et jeter son corps dans la nature comme ils avaient fait pour Lucinda. Si ça avait été moi, connaissant mes origines savoyardes, j'aurais plutôt eu sous la main des pics à fondu. Mais j'imagine que ça marche très bien aussi. Ça aurait été ma signature de serial killer. Le challenge monte d'un cran puisqu'ils vont ensuite jeter leur dévolu sur 2 jeunes femmes d'un coup. Jackie, 15 ans, et Jacqueline, 13 ans, qui étaient assises à un arrêt de bus. Nos serial killers leur ont proposé de les emmener à leur destination, ils leur ont offert à fumer, mais elles se sont vite rendues compte que la camionnette, elle n'allait pas dans la bonne direction, vu qu'elle se dirigeait vers les montagnes. Alors elles se rebellent, et il faut les frapper et les attacher, avant de pouvoir s'en occuper. Les 2 ados vont être enlevés et coincés dans la voiture durant 2 jours, c'est la seule fois où ça va être aussi long. Elles vont être abusées sexuellement, puis tuées, et apparemment, à un moment, Roy aurait demandé à Jackie de faire semblant d'être sa cousine, car il aurait toujours rêvé de la violer. Un peu glauque comme jeu de rôle sexuel, et c'est d'ailleurs peut-être à cette cousine qu'il avait fait des sous-entendus sexuels quand il était jeune, avant de se faire menacer par son père. Tout est lié. La dernière victime, ça sera Shirley, 16 ans, le 31 octobre 1979, qui faisait du stop une fois encore, et là c'est la première fois qu'ils choisissent une ado de cet âge-là, alors qu'ils avaient tué déjà Lucinda, qui avait 16 ans au moment des faits. Parce que je vous rappelle leur idée de tuer une fille de 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ans. Donc 16 ans, on l'a 2 fois.
Les calculs sont pas bons les gars. Sauf que cette fois, ils ne vont pas aller dans la montagne, Roy va conduire, et pendant ce temps-là, à l'arrière, Lawrence, il frappe la jeune femme, notamment avec un marteau, il la torture, il la fait crier, il la fait supplier d'arrêter, et il enregistre tout ça sur une bande son, tout ce qui se passe dans le camion, tous les cris, tout ça, on va tout entendre sur un enregistrement. Norris, lui, il continue de conduire, malgré ce supplice et ces cris qui résonnent dans la voiture durant presque 2 heures. Cette fois, Bittaker, il va vouloir marquer les esprits et faire parler de lui. Alors plutôt que d'aller abandonner le corps en pleine nature comme ils avaient fait jusqu'à présent, ils vont jeter le cadavre dans la pelouse d'une zone résidentielle. Tout ça pour qu'il soit vite retrouvé, et ça sera le cas parce que dès le lendemain matin, quelqu'un qui faisait son jogging va tomber sur le cadavre. Sur le corps, on voit qu'elle a été étranglée, on remarque les fractures, les viols, tous les sévices qu'elle a subis. La police par contre ne fait pas le rapprochement avec les autres meurtres, tout simplement parce qu'on n'a pas retrouvé les corps. Et donc, pas de cadavre, pas d'affaire. Pas de pierre, pas de construction. La question qu'on se pose tout le temps, c'est comment sont tombés nos 2 hommes. Des hommes intelligents qui avaient préparé leur plan depuis qu'ils étaient en prison, qui avaient répété leur mode opératoire, eh bien ils vont être bien moins malins pour se faire coincer. Puisque Norris reprend contact avec un ancien détenu qu'il avait connu en prison, et il va lui raconter les meurtres. Alors l'ancien prisonnier va prévenir son avocat et la police pour se faire bien voir de la justice, vu qu'il est en libération conditionnelle. Et ouais, y a que des coups de pute dans ce milieu, on peut faire confiance à personne. Bon après, qui va se confier comme ça à un ancien tôlard? Personne normalement. Faut pas être très malin. Mais bon, je vous rappelle que c'était Bittaker qui avait 130 de QI. On peut imaginer que Norris avait un petit peu moins, ou beaucoup moins. Il y aurait pu avoir une autre victime dans la spirale meurtrière de nos 2 hommes, puisqu'en septembre 79, donc 1 mois avant le dernier meurtre, celui de Shirley, Roy et Lawrence tentent d'attaquer Robin, qui refuse de monter dans leur voiture, mais qu'ils vont quand même réussir à enlever et à violer. Mais elle va parvenir à s'enfuir avant d'être tuée. Elle va aller voir la police, mais elle n'arrive pas à identifier ses agresseurs, ni la plaque de la voiture, sauf que notre ancien prisonnier, qui balance tout à la police, eh bien il leur mentionne l'existence d'un van, et aux enquêteurs, ça leur rappelle ce viol que Robin a subi dans une voiture de ce type. Alors les policiers, ils retournent la voir, et elle reconnaît sur les photos les 2 hommes qu'elle désigne comme ses violeurs. Voilà notre duo enfin arrêté. Dans l'appartement de Bittaker, on retrouve des polaroids qui montrent certaines victimes. Dans la camionnette, on retrouve le marteau qui a servi à torturer Shirley, mais aussi 2 colliers de femmes et l'enregistrement sonore du dernier meurtre. On trouve aussi des bouteilles d'acide, donc on peut penser que Lawrence avait prévu de dissoudre le corps de ses prochaines victimes pour les faire disparaître, mais il n'y en aura pas d'autres parce que Roy, il a tout fait foirer. Avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on peut facilement imaginer que c'était Bittaker, le cerveau, et Norris suivait un petit peu. C'est d'ailleurs ce que Roy va expliquer à la police en signant un accord avec la justice pour éviter d'être condamné à mort. Norris aurait dit qu'il avait aimé violer les victimes, mais que les meurtres et les tortures, c'était plutôt pour Bittaker. Chacun sa spécialité, c'est comme ça que les couples marchent le mieux. Il y en a un qui fait la vaisselle, l'autre qui passe l'aspirateur, l'un qui fait les carreaux, l'autre la serpillière. Là c'est pareil, il y en a un qui viole et l'autre qui tue. C'est ce qu'on appelle la division du travail, ça permet d'être plus efficace et plus performant. Oui, c'est vrai que j'ai eu un bac économique. Roy va aussi aller aider à chercher les corps dans les montagnes. On ne retrouvera pas les cadavres des 2 premières victimes, mais on va tomber sur les squelettes de Jackie et Jacqueline, qui avaient été enlevés ensemble à l'arrêt de bus. D'ailleurs, dans le crâne de l'une des adolescentes, il y a un pic à glace qui est toujours planté. Au moins, t'es sûr que c'est leur victime. Sur les 500 photos Polaroid qu'on retrouve chez eux, la police va chercher les femmes qui apparaissaient sur ces clichés pour voir s'il y aurait des victimes supplémentaires. Parce qu'on estime que sur ces photos, il y avait une vingtaine de femmes qui étaient ensuite portées disparues, mais rien ne va permettre de relier leur disparition au crime de nos hommes. Forcément, l'enregistrement sonore de la torture de Shirley va être une preuve énorme au procès. On entend les cris, les bruits des outils, les paroles, les pleurs. L'audio, il est insoutenable, le son fait 17 minutes et montre bien la cruauté de Bittaker. Il y avait plus d'une centaine de personnes à l'audience ce jour-là, et quand le son est diffusé, ça a choqué beaucoup de monde, certains ont pleuré, d'autres ont préféré quitter la salle. Lawrence, lui, il a trouvé ça drôle et il a souri tout le long. Forcément, quand on l'écoute, c'est terrible parce que c'est réel, ces cris, ils sont vraiment sortis d'une gorge humaine pour exprimer une terreur, une douleur, et il y avait quelqu'un d'assez sadique en face pour l'enregistrer et en redemander. Si bien que cette cassette, elle sert encore aujourd'hui, notamment aux agents du FBI en formation, pour leur apprendre justement à se détacher de la cruauté et de ce qu'ils pourront voir sur le terrain. L'acteur Scott Glenn, qui a joué le profiler du FBI dans Le Silence des agneaux, a pu écouter cette fameuse bande-son pour préparer son rôle. Et il est ressorti en larmes de cette épreuve, il a été traumatisé, et il a dit par la suite aux journalistes qu'il serait devenu partisan de la peine de mort, alors qu'il y était opposé jusqu'à présent.
En prison, Bittaker a déposé une quarantaine de procédures contre la justice californienne pour s'amuser et faire chier le système. Il s'est plaint notamment d'un traitement cruel à son encontre quand il a reçu un biscuit qui a été cassé sur son plateau repas. Il en faut pas beaucoup pour froisser les psychopathes. Son spéculoos est cassé, il a envie de te buter. Il répond aussi aux courriers de ses admiratrices, certaines le demandent en mariage, chacun ses goûts, on ne juge pas. Et il signait en bas de ses lettres avec le surnom qu'il aimait bien se donner, celui de pince, pour faire écho justement à l'outil qu'il utilisait pour étrangler ses victimes. Enfin, en anglais, pince, c'était pliers. Pliers. Ouais, c'est ça. Merci. J'ai une licence d'anglais, je sais pas si vous le saviez. En français, c'est vrai que ça fait un peu moins classe de signer pince. Tu passes soit pour un crabe, soit pour un radin. Lawrence et Roy finiront tous les deux par mourir de vieillesse en détention, à seulement quelques mois d'écart. Qu'est-ce que c'est romantique? Au total, si vous avez bien suivi, si vous avez su compter sur vos doigts, il y a eu 5 adolescentes tuées. Une main suffit en plus. Les 2 victimes avaient 16 ans, donc leur objectif de tuer des filles de 13 à 19 ans a un peu foiré. C'est peut-être pour ça que Lawrence a quitté le lycée, parce qu'il n'était pas très doué avec les chiffres, c'est élémentaire. Pour un steak, avec toi.